Il s'agit donc d'une conférence plénière, un seul conférencier. Et vous pouvez comprendre pourquoi un seul, parce que pour nous, Sami, le professeur Sami Aoun, n'est pas seulement un ancien de l'USEC, et ancien étudiant et ancien professeur à l'USEC, mais il est aussi un grand ami. Il est aussi cofondateur de notre centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient, que j'ai eu l'honneur de présider à côté de lui. Et il est toujours à côté de nous dans le centre, dans toutes nos activités. Et je dis notamment l'année dernière et cette année consécutive, les deux colloques qui ont eu lieu l'année dernière sur le vivre ensemble avec nos chers collègues de Sodrus, Sherbrooke, Canada. Donc toujours ça a été avec l'intermédiaire de Sami Aoun. Alors merci beaucoup Sami Aoun. Donc pour ceux qui ne connaissent pas qui est Sami Aoun, donc Sami Aoun a fait sa thèse de philosophie acastique en 1980. Les domaines d'enseignement et de recherche de Sami Aoun sont la légitimité des systèmes politiques et les enjeux et conflits au Moyen-Orient, la mondialisation et les résistances idéologiques et culturelles, Islam et Occident, Islam entre la tradition et la modernité, histoire politique moderne et contemporaine du monde arabe, le Canada et le Moyen-Orient, les droits de la personne et les stratégies des minorités au Moyen-Orient, entre autres. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de prix, mais je me contente seulement de vous donner le dernier titre, La rupture libérale, comprendre la fin des utopies en islam, sorti en 2016. Je crois qu'il y a un autre plus récent. En préparation. En préparation. Donc, il a eu aussi beaucoup de distinctions de la part du gouvernement canadien et la distinction cordiale de l'USEC est toujours là. Alors, professeur Sami Aoun, vous avez la parole. Alors, je veux saluer son révérendissime et aussi le père Malek Boutanos et les pères ici. Aussi, je suis accompagné avec beaucoup de fierté avec mes collègues de l'Université Sherbrooke et les membres du groupe Sodrus, Société, Droit et Religion, et le professeur Pierre Noël et certainement mon ami, le professeur Claude Gélina. Et aussi, il y a notre diplomate canadien, onusien, qui était là, Fernand de Vanens, dont je suis allé, il est là, excellent. Et en ce sens, c'est vraiment une belle passerelle, une belle courroie de transmission que nous soyons au niveau institutionnel, au niveau individuel, d'avoir un savoir et un regard distant peut-être, mais toujours engagé, qui vient de l'extérieur. Et en ce sens, peut-être mes collègues vont me dépasser dans l'analyse de la crise libanaise et la question libanaise, tellement ils ont écouté dans les petits fins détails ce qui est exposé dans ce colloque. Alors j'espère qu'ils ne me remplacent pas dans mes cours là-bas. Tellement c'était enrichissant et je vous en remercie. Particulièrement le révérend premier vice-recteur, Père Jean Haï, il a beaucoup fait de la sorte que je sois là, et malgré mes limitations, et surtout son amitié, sa fraternité valent beaucoup pour moi. De quoi s'agit-il au juste? C'est sur le printemps arabe, mais avec un angle qui va être particulièrement intéressant, au sens que c'est un regard qui vient de l'extérieur, d'une pratiquement international, oui, mais plutôt régional arabe, qui va compléter les préoccupations et les soucis dans ce centenaire de l'État du Liban ou de l'entité politique libanaise, et je veux dire encore de la culture politique moderne libanaise. En ce sens, c'est un regard qui va venir de l'extérieur un peu, mais avec le prisme du printemps arabe. Deuxième prisme que je veux utiliser, et ici on a quelques limites méthodologiques aussi, je pourrais les exposer. Pratiquement, c'est le prisme des communautés religieuses, particulièrement les chrétiens, d'où le titre, voilà.
Je crois qu'on a un petit problème ici. Voilà. D'où le titre. Voilà. D'où le titre, le printemps comme espoir avorté, mais avorté certainement pour toute la région, je ne dis pas non, pour toutes les grandes majorités, si on peut se parler comme ça, mais particulièrement pour les communautés chrétiennes. Après, je veux utiliser le terme minorité. Moi, je ne l'exclus pas, ce n'est pas un terme paria pour moi, comme ça a été dit. Et voilà, espoir avorté pour les chrétiens et les minorités. Est-ce que nous sommes devant une partie remise ou une... Ici, parce que je crois que j'ai un problème. Et ça n'apparaît pas ici, mais je l'ai. Alors voilà, est-ce que c'est un espoir avorté ou une partie remise? Je commencerai tout d'abord par une idée générale sur le printemps arabe. Tout d'abord, je sais où je parle, et je sais quand je parle au Moyen-Orient, il y a toujours cette idée qui est trop dominante que c'est un complot. Alors oui, peut-être il y a un complot, mais on ne peut pas l'analyser par une approche complotiste. C'est la seule différence. Il y a des complots dans le système international, mais aller les analyser, les décoder, les décrypter par une approche complotiste, ça pourrait faire un cul de sac au niveau du savoir et de notre compréhension. Alors voilà un point que j'aime bien le liquider. Et c'est vrai que le printemps arabe, c'est une révolution, révolte, rébellion, comme vous voulez, un soulèvement, mais qui n'est pas nécessaire accompagné par des grandes visions comme celle de Lénine ou celle de la Révolution française. On n'avait pas pratiquement des révolutionnaires qui ont théorisé ou qui ont justement allé mobiliser la société ou la culture générale vers un objectif bien déterminé. En ce sens, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un sens dans cette anarchie, dans ce chaos, dans ce bain de sang? Et hier, on a très bien dit, je crois, je veux faire un peu raccrocher quelques éléments des interventions passées. Alors, on a dit que vraiment, et c'est une idée hegelienne, on n'a pas dit Hegel, qu'il y a dans l'histoire, pour faire bouger l'histoire, il faut du sang. La guerre, pratiquement, bouge l'histoire. On la condamne beaucoup moralement, mais après tout, la guerre est un acteur, est un phénomène de civilisation qui pourrait avancer, faire des tournants dans l'histoire. Alors, voilà, deuxième point important à mon sens, que ce printemps arabe, je sais que je suis en train de lire un peu trop dans lui, il se peut qu'on se trompe, mais c'est une lecture subjective. Il y a un point de rencontre entre l'islam universel avec son aspiration d'être universel, il faut le dire, et l'humanisme, le rationalisme et surtout ce que je crois être l'objectif principal, la démocratie libérale. En ce sens, je crois pratiquement dans cette intervention que le printemps arabe va nous dire un peu un test entre ce qui est connu dans l'orientalisme ou l'islamologie comme étant le despotisme oriental. Est-ce que ce despotisme oriental va craquer devant l'attraction de la modernité et l'attraction surtout de la modernité qui est pratiquement dans son âme, je dirais, politique, la démocratie libérale. Donc, mon point de départ dans cette conférence, c'est vraiment que ce printemps arabe est une réponse implosive contre un verrouillage du système politique et, je dirais un peu plus, un verrouillage de la culture sociale dans ce monde. On a entendu Dr Wajih Kanso et d'autres dire que la crise, c'est dans cette relation entre l'État et la société civile, un État qui est, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais une chape de plomb sur la poitrine de la société, et c'est la société qui essaye de se libérer. Est-ce que c'est libère chaotiquement, peut-être? Est-ce que c'est arbitraire? Ça, on le verra ici et là. Deuxième sens dans ce printemps arabe va être comment on peut déverrouiller le système vers une autre gestion du pluralisme culturel ou de la pluralité culturelle, une autre gestion que l'autoritarisme, une autre gestion que l'État despote. Alors, c'est en ce sens qu'on verra avec ce printemps arabe, peut-être il y a des craquements dans l'État despote
ou l'État autoritaire, mais ces craquements n'ont pas pu le renverser. D'où aujourd'hui ce que vous connaissez mieux que moi, cette nostalgie vers le despotisme, cette nostalgie vers le régime autoritaire, après ce qu'on a vu au Yémen, Libye et autres, sauf peut-être la seule rescapée pour l'instant, touchons du bois, la Tunisie. Quelques remarques méthodologiques un peu rapides, je ne ferai pas beaucoup sur ce point. Le printemps arabe a déstabilisé nos grilles interprétatives de ce qu'on appelle l'islam, de ce qu'on appelle le monde arabe, de ce qu'on appelle les communautés culturelles et surtout les minorités chrétiennes. Et en ce sens, ce printemps arabe va mettre sous un effet de loupe beaucoup de nos problèmes. Il va les aggraver, il va peut-être un peu les faire visualiser plus, mais pour sûr, il va les mettre sur la table de négociation. Il va la mettre sur notre ordre du jour réflexif en tant qu'élite, en tant que professeur, académicien de l'extérieur ou de l'intérieur. Entre autres, la question de la laïcité, la question du dosage qu'on va faire entre politique et religion. Est-ce qu'on va les séparer jusqu'à l'antagonisme ou on va simplement accepter une double autonomie entre les deux, où chaque pôle religieux et politique a son domaine, a son autonomie, et comment faire. Et en ce sens, la question qui va tuer peut-être presque, est-ce que l'islam va accepter un domaine public, un domaine autonome, et comment on va peut-être échapper ou dépasser l'islamisation de la politique ou la politisation de l'islam, qui, à mon sens, est le cœur de la crise générale que le printemps arabe va recéler, découvrir, dévoiler, et qu'on va essayer de tenter de comprendre. Donc, le printemps arabe, c'est une cassure avec des ondes de choc et aussi avec échec des utopies. Père Akiki a eu la grande générosité de mentionner mon livre « La rupture libérale », qui est la fin des utopies en islam, et ça a été écrit justement sous l'effet du printemps arabe, que les grandes utopies ont tombé, se sont effondrées, et maintenant, qu'est-ce qui va rester par après? Donc, nous sommes tous, que nous soyons au Moyen-Orient, arabes, musulmans, élites chrétiennes, non chrétiennes, non sunnites, faites ce que vous voulez avec ça, mais pratiquement, nous avons vécu avec le printemps arabe le moment euphorique et le moment de détresse à la fois. Le moment euphorique, quand le printemps arabe s'est déclenché, on a pensé vite que voilà, le monde arabe, le monde arabo-musulman particulièrement, il va s'affranchir de son despotisme et surtout qu'il va relier avec les grandes vagues de démocratisation dans le monde, de l'Amérique latine jusqu'à l'Afrique, et le monde arabe va se normaliser démocratiquement. C'était le moment que j'appelle euphorique. Dégage, et le président dégage, et c'était quand même assez acceptable au début. Mais on a eu notre moment de détresse. Ce moment de détresse va s'accentuer en différentes façons, qu'il soit les guerres civiles, la discorde doctrinale entre les musulmans, la situation tragique des chrétiens avec les horreurs qui l'ont accompagné, et aussi un point important, dans ce moment de détresse, on a remarqué que la tendance progressiste, avant-gardiste, moderniste, libérale, démocratique, s'est marginalisée au plus vite. Comme si, pratiquement, on est allé du période euphorique, unité religieuse, fraternité, jusqu'à arriver à celui qui va regarder autour. Qu'est-ce que j'ai planté? Moi, j'ai planté des idéaux de la démocratie et je suis en train de récolter ce qui est peut-être l'horreur de Daesh, l'horreur des islamistes radicaux. Et voilà, on a un printemps arabe, on a vu les Arabes, ils sont par terre, ils sont en train d'autodétruire, de s'entretuer, mais où est le printemps? Et en ce sens, le printemps devient l'absent. Et les élites sont mises au défi, et on a découvert que les régimes despotiques autoritaires n'écrasent pas simplement
la société en général, mais ils écrasent l'espoir que les oppositions puissent le remplacer. L'opposition, généralement, va rentrer dans un mimétisme comme le despote lui-même. Il n'essaye pas d'avoir un consensus, il n'arrive pas à se placer et à prendre nouer langue avec les tribunes internationales, non plus certainement les diplomates ou les cercles de décision à l'extérieur, de la sorte qu'on va tomber dans ce que j'appelle un cul-de-sac, c'est-à-dire que l'opposition ne va plus offrir, au moins aux yeux qui l'évaluent, une alternative plus intéressante que le régime en place. Et voilà, on est maintenant dans cette crise du printemps arabe. Alors pourquoi et comment il faut sortir? Et ce que je crois qui est le plus important, c'est aller chercher une éthicité démocratique. C'est Alex Honneth qui l'a dit. Et enfin, il croit que le printemps arabe pourrait être une opportunité vers une nouvelle morale citoyenne, une nouvelle éthicité citoyenne. Pourquoi? Parce que dorénavant, dans le monde arabe, tout le débat va être, qu'il soit idéologique, qu'il soit socio-culturel, autour de la liberté. Comment et quelle dose de liberté on veut avoir. Maintenant, la centralité de la liberté a été, dans les 2 jours jusqu'à maintenant, et vous aurez certainement avec mes 2 collègues canadiens, Pierre Noël et Claude Gélina, aussi un autre éclairage sur la question comment gérer le pluralisme et comment accentuer la question de la liberté des différents groupes, des différents peuples fondateurs. Alors, pour moi au moins ici, le printemps arabe va raviver la centralité de la liberté. Et certainement, c'est une préoccupation théologique. Je ose dire, et j'espère que je sois bien compris dans les limites de mon mandat académicien, que c'est une préoccupation théologique chrétienne en premier. Elle est bien fondée dans les textes sacrés, elle est bien fondée dans le message apostolique et évangélique, et en ce sens, elle est centrale pour les minorités chrétiennes, et ils sont très sensibles là où ils sont sur la question de cette liberté, de cette préoccupation qui devrait être maintenant réfléchie et de nouveau, où est la liberté? Et en ce sens, le printemps arabe va rencontrer ce rêve, cette ambition démocratique chez les chrétiens moyen-orientaux ou les chrétiens du Levant ou ailleurs. Il va les rencontrer sur ce point. Si vous vous souvenez bien, les slogans du printemps arabe sont clairs, sont simples. Il n'y a pas beaucoup de substance, je avoue et je concède. Liberté et dignité. Donc la centralité de la dignité humaine, qui est pratiquement une valeur centrale aussi dans le christianisme, ainsi que la liberté, aussi c'est une valeur centrale dans le christianisme. Alors il y a une rencontre heureuse à un certain moment entre ce qui est dans l'ambition historique civilisationnelle des chrétiens et ce qui va arriver dans le monde arabe. Et dans le monde arabe, on va tomber sur cette rencontre assez heureuse, mais qui va faire pas beaucoup de long feu pour l'instant. Deuxième point, que le professeur, le révérend père Karam l'a très bien mentionné, que l'État du Liban a été fondé justement sur les idéaux du printemps arabe, c'est-à-dire l'État séculier ou l'État civique, on va s'entendre sur le terme, l'idée de la liberté pour tout le monde, et je crois il l'a dit, aussi la cohésion nationale, al-Rabita al-Wataniya. Et en ce sens, c'était, je crois, dans le texte, c'était al-Rabita al-Madaniya encore, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle. Alors, pratiquement, le printemps arabe n'a pas un autre projet que cette genèse, si vous voulez, idéologique de l'État du Liban. Je suis ici, mais pratiquement. Alors, mais qu'est-ce qui va arriver avec les chrétiens? Voilà, c'est leur angoisse. Je traiterai leur angoisse sous peu. Mais ce qui va arriver, ils vont accepter le changement au début, les élites au moins, et après, le clergé, le haut clergé encore, pour une fois, il va essayer de bien lire dans ces choses. Alors, mais ils vont être rattrapés vite par la question de la stabilité. Alors, il y a la pesanteur de la stabilité et il y a le risque du changement vers la liberté.
Et en ce sens, les élites chrétiennes, comme les autres élites encore dans le monde arabe, vont être piégées entre ces deux possibilités. Pourquoi? Parce que le printemps arabe va être ravagé, secoué par ce qu'on appelle communément une contre-révolution qui va venir soit à cause de la géopolitique, alors la polarisation entre l'Iran et la Turquie et l'Arabie saoudite, je viendrai sous peu, ou pratiquement à cause de la faiblesse substantielle de la vision de ceux qui ont porté le printemps arabe. Et on voit certainement que les courants islamistes vont marginaliser vite les courants progressistes, et en ce sens, ils deviennent eux-mêmes porte-étendard de ce printemps arabe. Maintenant, je veux rentrer un tout petit peu, pas beaucoup, si vous le permettez, dans la conscience identitaire et religieuse. Je ne veux pas commencer les hostilités avec quelques-uns ici sur la question de la minorité, mais pratiquement, le printemps arabe va ouvrir une conscience identitaire. Pourquoi? Soit parce qu'il y a des problèmes, de un, soit parce que... Merci. Soit, pratiquement, il répond à l'anonymat. Dans les sociétés occidentales, le retour de religieux, et comme c'est connu, Peter Berger ou autres, le retour de religieux va être contre l'anonymat de la société de consommation, contre la capitalisation, contre un capitalisme qui n'a pas vraiment une identité, où il va marginaliser les identités en faveur de la consommation. Tandis qu'ici, dans le Moyen-Orient ou le Levant, ou notre espace à nous ici, pratiquement, c'est une réplique, soit à une sur-islamisation de la culture musulmane sunnite, comme M. Abou Sha'ra l'a très bien montré. Il y a eu une sur-islamisation d'un côté, dans l'excommunication, dans la marginalisation, dans le takfir, le tahwin, de la sorte que tu viens, et j'ai aimé beaucoup sa phrase, al-istitar al-ma'louf, en ce sens que tu veux te replier sur toi un peu pour essayer de calibrer un peu tes intérêts et tes valeurs et te protéger. Deuxième fin de cette conscience identitaire va être aussi ce que le professeur Kanso et Fadi Ahmar ont très bien montré, que la ta'ifiyya, ou cette conscience identitaire, va venir dans un moment de crise pour ne pas être perdu dans cette transition chaotique vers la paix ou vers la liberté. Alors, en ce sens, on voit une identité qui va se reformuler d'une façon ou d'une autre, d'où ce que j'appelle la fabrique des minorités, et on va rentrer dans cette fabrique et on va glisser de la réalité communautaire à la gestion communautariste des communautés. Et ça, il y a une grande différence, et que vous avez dit dans votre mot d'ouverture, révérend Père Haï, c'est le particularisme identitaire. Le particularisme va être maintenant tributaire d'une gestion de ces particularismes qui va le rendre plutôt belliqueux, plutôt dans une situation d'entrechoc et d'hostilité. Alors, je ne traduirai pas beaucoup, sauf pour vous dire, et vous avez raison de contester parfois le terme communauté ou minorité, parce que nous sommes devant une situation un peu particulière. Soit que cette communauté, je peux dire minorité encore, soit elle est réelle, et elle est réelle en ce sens que, qui est très cher à mon collègue Pierre Noël, Ludwig Wittgenstein, qui dit resemblance, family ressemblances, ou air de famille. Ce que je sens, moi, au Liban, quand j'arrive, je vois les gens gesticulent comme moi, ils ont un accent comme moi, ils ont même faciès un peu. Alors, c'est là. Alors, oui, ici, c'est réel. La minorité ou le sentiment communautaire ou conscience, il est réel en ce sens que vous pouvez, de point de vue anthropologique, essayer de saisir quelques points. Mais, pour la plupart, et je crois le colloque l'a très bien montré, il est imaginé, comme Benedict Anderson l'a très bien situé, et il est mouvant, il peut changer, il peut aller dans des variations différentes, il est dépendant de son parcours. En ce sens, les Coptes et chrétiens en Égypte ne ressemblent pas beaucoup au niveau de leurs ambitions, ou de leur vision, ou de leur choix idéologique,
comme par exemple les chrétiens à Alep ou en Syrie ou au Liban ou ailleurs, ainsi de suite. Alors, il y a une partie imaginée, une partie réelle dans cette prise de conscience, mais surtout, ça dépend des parcours historiques de chaque communauté. Alors, les nuances, je crois que je l'ai bien dit comme ça, mais j'ajouterai un point parce que je le sens un peu dans la salle, surtout parmi les jeunes, et c'est ce que j'ai saisi un tout petit peu rapidement, que la religiosité va mener automatiquement vers l'obscurantisme. Alors, je vous prie de ne pas le considérer pareil. La religiosité peut avoir une ouverture sur la modernité, elle peut avoir une ouverture sur la démocratie et d'autres systèmes de gestion du pluralisme. La religiosité n'est pas nécessairement une recette pour le fanatisme ou pour l'obscurantisme en tant que tel. Et c'est un point à très bien remarquer, parce que quand on va traiter de la laïcité, on va voir que beaucoup, et Père Jean aussi l'a très bien dit dans son discours, il a dit la place des agnostiques. Alors, donc c'est une religiosité ouverte sur l'autre et ouverte sur sa spécificité et son choix individuel. C'est ce que je crois le printemps arabe va nous montrer. Et aussi, un point intéressant, l'importance de l'individu. L'apparition de l'individu, parce que le printemps arabe va porter deux dynamiques, peut-être au moins, une qui est la capitalisation du monde arabe, mais il va porter un autre point, c'est la sortie, l'émergence de l'individu en tant que tel. Et en ce sens, le monde arabe, l'ordre patriarcal, je reviendrai sur ce point encore, il est plus attiré pour l'instant vers l'individu et la communauté va sentir qu'elle est secouée, qu'elle est harcelée, victimisée, comme ça apparaît dans ces images, et pour voir un peu comment les chrétiens, particulièrement puisque le sujet de ma réflexion, c'est les chrétiens, vont se sentir de plus en plus, sont invités non pas à une communauté de destin dans la démocratie, mais une communauté de destin plutôt dans la mort. Et en ce sens, ils vont certainement avoir cette conscience malheureuse, comme on dit en philosophie, qui est ici et là chez les élites chrétiennes. De un, quelles sont leurs déceptions, pour ne pas parler beaucoup de leurs attentes maintenant? Tout d'abord, et ça a été dit aussi dans beaucoup d'interventions, leur recul dans le processus décisionnel de l'État central et dans les différentes décisions au niveau social. On voit de moins en moins des chrétiens qui occupent soit le devant de la scène, soit qu'ils ont un rôle pesant et assez décisif dans le processus décisionnel national ou sociétal. Deuxième point, leur déclin démographique. Oui, ça a été dit, mais j'ajouterai, si vous permettez, un point. Ce n'est pas simplement un déclin démographique, c'est leur extraction, leur fin presque dans les grands centres urbains, ce que j'appelle la répartition zonale. Alors, ils sont hors les grandes villes, ils sont de plus en plus minoritaires dans les quelques villes, mais pratiquement il y a des villes où ils sont presque absents, où le spectre de leur fin démographique est déjà peut-être à la portée de la main. Et aussi, ce qu'ils vont vivre aussi, ces chrétiens, et surtout les chrétiens libanais, particulièrement les maronites, comme cela a été dit aussi, l'échec de l'État-nation. L'échec, ce que j'appelle moi en politique, l'État post-colonial. L'État qui a été fondé soit après la Deuxième Guerre mondiale, soit entre les deux guerres, soit sur les vestiges de l'Empire ottoman. Alors l'échec de cet État-nation va secouer beaucoup, pratiquement, le sentiment de sécurité chez les minorités chrétiennes, d'où ce que vous voyez, le flux de l'immigration qui ne s'interrompt jamais, malheureusement, il faut que j'ajoute. Aussi, au niveau doctrinal, qu'est-ce qui est arrivé en terre d'islam et que les chrétiens, les élites chrétiennes sont en train d'observer et de le vivre et d'interréagir avec lui? La première crise que j'ai choisie, je pourrais aller dans d'autres, mais j'ai choisi cette institution doctrinale, Al-Azhar, et montrer
comment le sunnisme, avec le printemps arabe, va révéler son profond malaise. C'est un islam qui va nous apparaître très incertain. Il va nous apparaître un islam qui court d'une façon frénétique à chercher le vrai islam. Et dans cette course vers le vrai islam, avec leur incertitude, ils ne savent pas quoi faire avec les idéaux de la modernité, avec la pression du printemps arabe, avec la pression de la démocratie libérale. Et en ce sens, Al-Azhar n'est pas sorti, je suis peut-être un peu dur à son égard, mais il n'est pas sorti que par une rhétorique qui est acceptable, je ne dirais pas non, sur la question de la citoyenneté, sur la question de l'égalité, mais il n'est pas sorti avec ce que peut-être en herméneutique on l'appelle la rupture épistémologique. Il est resté perdu entre les deux registres, celui de la tradition, celui de la modernité. Et on revient à lire les contextes actuels avec les lunettes de la tradition, ce qui va faire un certain déséquilibre dans leurs décisions. Je donnerai un exemple assez rapide. Wathiqat al-Rabi' al-Arabi, où c'est plein, il y a de bonnes intentions, mais on voit que les intentions essayent de relire la tradition pour l'embellir aux yeux des libéraux, pour l'embellir aux yeux des modernistes, mais pratiquement sans avancer beaucoup pour faire ce qui a été dit sur les statuts personnels, ce qui a été dit sur d'autres. Alors on reste simplement dans le flou. Il y a un acquis assez intéressant. Pour la première fois, une instance religieuse dit que le printemps arabe n'est pas une fitna, n'est pas une guerre civile, c'est plutôt une rébellion qui est justifiée contre le despote. Mais cela n'a pas attendu beaucoup. On ne l'a pas dit devant Moubarak, on l'a dit avec Morsi, après on va le redire avec Assisi, mais tout à fait en changeant leur point important. Alors voilà, cet islam incertain, il a la difficulté de nous dire où se démarquent, où sont les frontières du cultuel et du culturel. Et ça, c'est un problème qui va rester. J'ai fait simplement 25 minutes, mais je vous reviens un peu dans une petite conclusion rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, il n'a pas fait la démarcation entre culture et culte en tant que tel. De la sorte, on ne sait pas est-ce que le hijab est une obligation religieuse ou elle n'est pas une obligation religieuse. On ne sait pas le halal et le haram. Wajih Khan Soud a déjà parlé de ce qui est licite et illicite. On ne sait plus. Et ça dépend d'une fatwa d'ici, d'une fatwa de là. Alors, en ce sens, l'islam n'a pas pu se brancher à ce niveau, sauf par, je me permets de le dire sans offense, des acrobaties de la rhétorique, mais qui ne mènent pas vraiment vers une stabilité de l'État-nation. Et voilà, on a cette imbrication entre autoritarisme, confessionnalisme et conflit sectaire qui vont être une salade assez importante pour nous, et les élites chrétiennes vont se perdre. Est-ce qu'on va payer allégeance au régime en place? Est-ce qu'on va se rebeller contre lui? Comment on fait? Et ils vont être pratiquement dans la tourmente. Et aussi, je ne les blâme pas, mais simplement pour dire que le printemps arabe va avoir des effets plutôt négatifs sur leur clairvoyance et sur leur façon de lire leur situation géopolitique. Le pourquoi, c'est assez facile à le savoir, et je crois a été dit encore, la polarisation géopolitique. Quand vous avez les trois grandes puissances les plus riches, les plus pourvoyeuses d'idéologies, soit anti-modernité, soit qui rejettent beaucoup d'idéaux de la modernité, qu'ils soient notamment l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie, pratiquement quand vous avez les grandes puissances ne sont pas branchées sur cette modernité, alors pratiquement le printemps arabe va être étouffé au plus vite et il est en train d'étouffer en ce sens. Le 1, l'éclipse du modèle turc, alors entre projet laïque, projet démocratique, et un monsieur Erdogan qui veut être à la fois le sultan, le néo-ottoman et aussi être le président laïque d'un État laïque. Alors pratiquement cette perte de référence va perdre à la Turquie
son modèle référentiel. Comme il a fait la déclaration hier, il cite la bataille de Dardanelles ou Gallipoli pour dire aux Australiens, les Ottomans vous ont battus. Alors il a compris qu'il a gagné une bataille et il a oublié le monsieur qu'il a perdu toute la guerre et que l'effondrement de l'Empire ottoman a été dans 2 ans. Il est sélectif même dans son malheur. Hop, voilà. Et l'Iran, je crois, puisque la conférence est fraîche pour vous, mais je me permets de la reprendre un peu. L'Iran est dans une situation, maintenant peut-être un peu de faiblesse, de recul, mais l'Iran a fait aussi 2 exportations importantes. Une qui est impériale, empowerment des chiites, et cet empowerment a réussi. Ça, certainement, son joyau, c'est le Hezbollah, c'est évident, mais on l'aime, on n'aime pas. Deuxième point, il a fait un éveil de conscience minoritaire chez les chiites pour les renforcer. Il a réussi à déstabiliser beaucoup de pays arabes où les chiites ont été marginalisés. Mais maintenant, la question que je crois que Père Khouri l'a posé, si jamais cet Iran va perdre, au moins il y a un effondrement idéologique khomeïniste particulièrement, quelles seront les répercussions dans d'autres points? Vous avez cité le Liban, mais je citerai le Koweït, le Bahreïn, je citerai même le Yémen. En ce sens, cette polarisation entre Iran persano-chiite, impériale, Arabie saoudite et Turquie néo-ottomane va nuire beaucoup aux élites chrétiennes, va nuire beaucoup pratiquement à tout ce projet qu'on appelle le printemps arabe. Alors, quels sont maintenant les différents sujets? Je veux les reprendre tranquillement. Tout d'abord, le monde arabe passe par, et le monde musulman, passe par un phénomène, la sécularisation. Je veux dire simplement aux jeunes, je sais que tout le monde sait la différence, la sécularisation, c'est un phénomène socioculturel qui met fin ou limite l'interprétation religieuse de phénomènes du cosmos, de la nature, et en ce sens, le religieux se retire, si vous voulez, des sciences appliquées ou des sciences physiques ou des sciences chimiques ou médecine, tandis que la laïcité, c'est simplement la gestion de l'État. C'est une technicalité de gestion de pluralisme, et je reviens sur ce mot, simplement aussi pour vous dire, ce qu'on voit dans ces soubresauts dans la terre de l'islam sont des soubresauts dus à la sécularisation. Les musulmans ou leurs fuqaha ou leurs ulama sentent aujourd'hui que le tapis, peut-être, il est en train de se retirer de leur légitimité, d'où ces sursauts de fanatisme. Les chrétiens ont vécu un peu, à certaines périodes, un peu pareil, et je ne l'arrêterai pas ici. Pour l'islam politique ou la politisation de l'islam, qu'il soit dans les diasporas, le Canada en particulier, nous, dans le centre Sodrus, on a fait plusieurs séminaires et encore des journées d'études, et on voit que l'islamisme politique est dans une crise majeure dans les démocraties parce qu'il a perdu et toute sa pertinence. Pourquoi faire de l'islamisme politique en prétendant que je veux aider les musulmans à rentrer dans la modernité? Mais au Canada, ils sont déjà dans la modernité. Donc le projet d'islamisme politique est déjà mort dans la démocratie. Il va rester une islamisation culturelle. Islamisation de foi, de religieux, de culte. Ça, c'est possible parce que le Canada, comme beaucoup de démocraties occidentales, oui à la foi, non à la loi. Alors, la foi est permise, elle est bien protégée, mais pas nécessairement la loi religieuse. Je vais aller un peu vite, n'est-ce pas? Oui. La violence. Alors, voilà, c'est un cancer de l'islam, particulièrement. On peut avoir de l'extrême droite en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, mais cette extrême droite, il faut aller un peu vite et elle n'a pas une couveuse au niveau religieux. Ça, il faut le dire. On n'a pas dans le clergé chrétien une couveuse pour une violence au nom du christianisme. Ça, c'est évident. On a de l'extrême droite, mais plutôt raciste, ethnique, plutôt par nationalisme, mais par xénophobie, mais pas directement lié et d'une façon, je dirais, convaincante qu'il y a une complicité tacite, soit du clergé, soit une référence à des textes sacrés.
Ça, c'est un point aussi à le faire. L'autre point, que si jamais il y a une violence religieuse chrétienne, soit contre les gynécologues, contre l'avortement ou autre, elle n'est pas nécessairement essaye de renverser l'état de droit ou l'état moderne, elle joue à l'intérieur des maladies, des dérapages de la société. Par contre, en islam, on a un point assez important et qui est paradoxal. Vous avez des ulama ou des fouqaha ou des savants religieux musulmans qui disent l'islam n'a rien à voir dans cette violence. Et alors c'est un déni. Et l'autre qui vient surtout des autres qui ne sont pas musulmans, l'islam c'est toute la faute. Alors, c'est la source de toute la violence. Et l'autre qui dit l'islam n'a rien à voir. Je crois que ces deux considérations ne sont pas acceptables scientifiquement. L'islam pourrait avoir mille et mille interprétations herméneutiques parce qu'il est polysémique sur beaucoup. Et dans sa polysémie, il peut avancer la paix, il peut avancer la liberté, la concorde, n'importe. Et il y a une possibilité aussi d'interprétation qui est plus belliqueuse et plus violente. Les deux sont possibles, alors il faut chercher des facteurs autres. Pour les chrétiens, entre angoisse, alors ce que je crois, où sommes-nous dans la crise, je veux la dire, peut-être elle a été dite un peu, mais je veux la dire avec ma propre expression, je m'excuse, je ne l'impose pas, mais j'essaie de penser à haute voix ce que je crois, j'ai bien compris. Nous sommes entre l'anachronisme de la zimmétude, je crois, si je comprends bien Al-Azhar, si je comprends bien les imams chiites ou les grandes autorités de Najaf qui a été cité ou autres, ils ont bien saisi que la question de la zimmétude, elle est anachronique. Elle n'est plus opérationnelle. Et l'autre point, c'est là où nous sommes, et c'est là où Père Haï aussi m'inspire beaucoup, c'est là où nous sommes dans l'improbabilité de l'égalité citoyenne. On est entre les deux. C'est comme si, d'un côté, on n'arrive pas à avancer vers une citoyenneté, c'est-à-dire être libre et égaux, comme John Rawls l'exprime bien encore, alors, et on n'est pas à ce niveau, mais on n'est pas à l'autre niveau de se départir de ce regard de zimmétude que M. Abou Sha'ra, je crois aussi, l'a saisi dans la question druze. Alors, maintenant, est-ce que le printemps arabe va traduire ces slogans? On n'est pas sûr, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais si jamais le printemps arabe ne traduit pas en politique appliquée ces slogans, liberté et dignité, c'est-à-dire, est-ce qu'il va traduire une démocratie sans laïcité? À mon sens, elle devient impossible. À mon sens, si jamais la gestion d'une société plurielle, démocratique, libérale, a besoin d'un État laïque au double sens, laïque neutre religieusement, il n'y a pas une religion qui est religion d'État, et un État qui n'est pas dominé ou gouverné par le clergé, n'importe quel clergé. Alors si ce sens de la laïcité n'avance pas dans l'espace musulman en général et arabo-musulman en particulier, alors la démocratie ne peut pas s'installer. Deuxième point que je crois intéressant aussi pour nous, la question de nationalisme. J'ai bien saisi les interventions sur la nation, sur Al-Sha'b, et le père a utilisé le terme Sha'b, le peuple. Je comprends très bien ce qu'il va signifier et qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce mot, mais aujourd'hui, dans les démocraties libérales, dans les sociétés plurielles, on n'est pas obligé nécessairement d'avoir la même mémoire collective ou avoir une mémoire collective similaire. Et ça, je crois, mon collègue Claude Gélina va l'avoir quand il va traiter sur la question autochtone. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir la même mémoire collective pour appartenir à un pays, pour appartenir à un État. On a besoin non d'un nationalisme assimilateur, intégrateur ou rouleau compresseur, comme ce se fait en Turquie ou ailleurs dans le monde arabe. On a besoin plutôt d'une société plurielle où il y a la loyauté constitutionnelle, la paix constitutionnelle. C'est pratiquement une intervention de Habermas qui est très utile pour nous. Quand vous avez une société plurielle, ce qui est important, c'est la loyauté
à l'état présent, à la Constitution présente. Mais si vous voulez avoir d'autres mémoires, d'autres récits, c'est possible, à la condition que vous ne trahissez pas, excusez le terme, que vous ne sortez pas de cette paix constitutionnelle qui a été fondée. Et cela est vrai pour nous, surtout les diasporiques au Canada. On a droit, même l'obligation de demander des changements, mais tu ne peux pas demander des changements qui vont ternir la démocratie canadienne ou déstabiliser le contrat social ou la paix sociale ou ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel. C'est en ce sens où on peut certainement se rencontrer. Quelle est la condition? Je l'ai remarqué aussi dans les interventions, l'État séculier. Ça, c'est un point important, puisqu'on a parlé de l'effondrement des grandes utopies, le panarabisme, le panislamisme, et même un certain nationalisme étatique, comme ça a été peut-être articulé par Youssef Saouda, on va peut-être écouter dans l'après-midi encore sur ce point. Alors, on a besoin de réhabiliter l'État séculier ou l'État de droit, et quand on le réhabilite, il devrait avoir tous ses droits régaliens. Vous ne pouvez pas avoir un État dans le mini-État, le mini-État dans l'État, il faut avoir les droits régaliens. Et comme l'État ne devrait pas être une chape de plomb et asphyxier ou étrangler la société, il faut que ce soit un État régulateur. Je vois beaucoup de cheveux gris, ils connaissent donc Astérix et Obélix. On a besoin d'un État plutôt Astérix et non pas Obélix qui va certainement étouffer la société. On a besoin d'un État un peu plus joker qui va sortir un peu pour garder l'espace de la liberté sociale. Et voilà, je crois que ça a été dit par aussi d'autres collègues sur le monopole de la violence. Alors oui, l'État devrait avoir le monopole de la violence, mais il faut l'utiliser à l'intérieur d'une démocratie, à l'intérieur d'un État de droit, et non pas une violence disproportionnée, comme on a vu avec les autoritaires arabes. Et ainsi, la démocratie libérale, elle est garante des droits individuels, et M. de Varens va me l'excuser sur ce point, parce que j'accepte facilement son critère numérique pour les minorités, mais aussi il faut considérer, à mon sens, ce n'est pas nécessaire une recommandation pour l'ONU, mais simplement un point de réflexion, que les droits individuels devraient primer, que l'individu ne soit pas écrasé par sa propre communauté, mais il faut aussi prendre en peut-être un intérêt, est-ce que la communauté ne soit pas écrasée par une autre communauté et non plus par l'État. Alors, en ce sens, équilibre entre droit individuel et droit communautaire à condition du primat de ce que j'appelle le primat citoyen. Le primat citoyen. Si, on est beau, je veux me permettre avec votre permission, Père Haï, dans les grands documents, le pape François avec le recteur de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, c'est beau d'avoir de bonne foi ces relations, mais ce n'est pas que nous ne sommes pas des frères et des sœurs dans l'humanité, mais ça c'est une évidence. Ce qui est le plus important, comment on gère notre relation et notre appartenance citoyenne, et c'est en ce sens, c'est le primat de la citoyenneté qui est le plus important. Et sur ce point, je vous salue bien bas, je vous remercie et on continue la réflexion avec Rodin. Merci beaucoup.